Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer trois pronostics pour la Ligue Europa. Donc merci pour vos messages de soutien, et c'est vrai que voilà un petit passage malheureux, mais vous inquiétez pas, de toute façon pour ces pronostics, je ne vous aurai rien proposé. Je fais pas une vidéo pour faire une vidéo. Je suis toujours en avance à peu près de 48 heures. Donc effectivement, déjà j'avais passé au crible mon crible de compétition là, qui me donne des bons résultats, surtout d'ailleurs en Ligue des Champions et en Ligue Europa. J'ai bien étudié les matchs pour la Ligue Europa, sinon je vous aurais dit que j'aurais pas eu le temps. J'aurais été honnête, c'est pas pour faire un pari pour faire un pari. Il faut jamais jouer comme ça. Si vous n'avez pas eu le temps, si vous avez des doutes, je vous dis toujours, abstenez-vous, ça ne sert à rien. Là, j'ai quand même vu tous les aspects habituels, même si je retranscris pas tout et je vous montre pas tout. J'ai quand même bien étudié l'ensemble des matchs que je vais vous proposer. Dans la seconde partie de vidéo, je vais répondre à un commentaire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui proposent des pronostics et qui donnent leurs avis et des informations. PF Prono encore, Richard Berg comme toujours. Des petites questions, des pronos qui passent, voilà. Et ce monsieur peut-être que c'est une dame, puisque vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, d'agentes féminines à côtoyer la chaîne. Mais voilà, la question était, ça tombe bien d'ailleurs, était combien il faut de rois minimum. Donc on peut pas répondre comme ça, en fait, c'est pas que le roi qui est important, tout dépend de la cote moyenne. Tout dépend aussi, vous allez voir, la variance va faire le reste en fait. Je vais vous montrer ça en fait en fin de vidéo. J'ai cet outil là qui sera dans le club, et bon, je voulais le garder pour moi, mais je vais vous le communiquer, vous le donner. J'ai plein d'outils comme ça, et surtout ça correspond à un aspect sur les derniers résultats. Je vous avais dit dans la vidéo, attention, parce que ça me gênait de faire passer cette cote qui est passée. D'ailleurs, les paris sont gagnants, c'est des perfects partout d'ailleurs. Les 4 pronostics passés, mais c'était des choix 1 sur le match 1 remboursé 6 choix 2 sur le match 2. C'était un croisé, un pari sécurisé croisé sur 2 matchs, donc une technique aussi qu'il faut appréhender. Bon, ça m'a donné un perfect sur les 4 matchs, et c'était des paris croisés, donc les 2 sont gagnants. Je vais y revenir, mais je vous avais dit, ça me gêne de quand même faire passer la cote à 1,40. Pourquoi? Ça va me jouer sur la cote moyenne. Bon, vous verrez en fin de vidéo, effectivement, c'est descendu d'1 centième, alors qu'en fait, tout est positif, les 2 paris sont gagnants. Je vais y revenir en fin de vidéo, je vous parle de tout ça. Donc voyons voir tout de suite les résultats. Donc effectivement, je vais pas vous cacher, je peux pas vous dire le comment du pourquoi, et les mauvais et les bons résultats, et puis ce qui s'est bien passé et mal passé. Je n'ai vu aucun match. Vous comprenez pourquoi, j'étais occupé, voilà. Bon, ce qui nous importe, c'est que les paris sont gagnants, mais il faut savoir quand même pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs-là. Donc effectivement, je vous avais proposé Séville, donc c'est gagnant. Chelsea, c'est gagnant. Je vous avais proposé le Barça. Donc ce sont deux paris, sécurisé, le choix 1 remboursé sur le choix 2. Bon, les deux sont passés, donc il n'y a pas de souci. C'était des cotes à 1,70 acceptables, donc voilà, ça passe. Le Barça à 1,40, donc c'est passé. Et puis le over sur Manchester United à 1,40 qui est aussi passé, donc c'est magnifique, imperfect. N'oubliez pas pour aujourd'hui la deuxième journée de Ligue des Champions, donc je vous ai proposé 3 pronostics aussi. Et puis pour ce jeudi, donc j'avais bloqué sur 5 matchs, mais je ne retiens que Braga, Leicester, Lille, AC Milan. D'ailleurs, il y a des très bonnes informations au niveau des absences. J'hésitais sur Cluj, AS Rome, sur Nice, Slavia de Prague. Donc ces 2 derniers, je ne les ai pas retenus, mais par contre, je vous propose les Rangers contre Benfica. Donc voyons voir tout de suite.
Donc le premier match est Braga-Leicester, hein. Donc au match aller, Leicester l'avait emporté 4-0. Donc c'est le deuxième contre le premier, hein. Donc rien n'est joué encore, mais mathématiquement les deux équipes sont en très bonne position, en très bonne posture. Les absents, alors côté Braga, 3 absents, côté Leicester, il y a 5 absents. Bon, donc un douteux et puis 2 joueurs douteux quand même du côté de Braga, mais ce sont pour moi, c'est pas des joueurs clés, ils sont interchangeables, donc ça peut passer, il n'y a rien à relever de plus que ça. Donc les statistiques vont bien, Braga est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Plus 2,5 buts ont été marqués lors de 9 des 10 derniers matchs du Sporting Braga en Ligue Europa. Et Braga a marqué plus de 2 buts lors de 8 de ses 10 derniers, bon j'ai inverti, 10 derniers matchs de Ligue Europa. Leicester a gagné une série de 3 victoires à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Lors des 3 derniers matchs de Leicester en Ligue Europa, il y a eu plus de 2,5 buts, donc une constante sur les deux. Et Leicester a marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs. Les probabilités nous donnent 40% pour Braga, match nul à 26% et la victoire à l'extérieur de Leicester à 34%. Là, effectivement, j'ai beaucoup de doutes. Est-ce que ça va vraiment jouer le coup à fond? Parce qu'en fait, le 1-2... D'ailleurs, les probabilités ne s'y trompent pas. Ce sont des équipes qui font 1-2 en fait. Ils gagnent ou ils perdent souvent. Ils font très peu de matchs nuls. Ça joue en fait. Donc c'est intéressant. Et là, c'est vrai que de par leur nombre de points, le fait de gagner ce match pour l'un et l'autre permettrait en fait de pratiquement assurer mathématiquement leur place au prochain tour. Ok, mais ce qui me semble le plus judicieux dans ces deux équipes-là, c'est le over 2,5. C'est ce que je vous propose à 1,60 en plus. Je pense que c'est le plus judicieux parce que est-ce que à leur niveau, ils pourraient, bon, ils font pas de match nul, mais même en faisant match nul, ils s'assurent pratiquement l'accès au prochain tour, quoi. Il va falloir vraiment avoir des résultats catastrophiques après sur les 2 derniers matchs. Donc j'en ai peur aussi de ce match nul. Donc voilà. Bon, moi je pense qu'il y a une des deux équipes qui va gagner. D'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à penser que ça serait Leicester. Donc les probabilités me donnent le contraire. Donc une petite divergence. Les cotes sont plutôt favorables du côté de Leicester. Mais bon, voilà. Ce que je vois le plus judicieux, ce qui me semble assez opportun dans ce match et qui est acceptable, c'est un over 2,5 à 1,60. Ok ? Donc voilà pour ce match. Le second match, ah oui, alors c'était un match à 19h, là aussi c'est un match à 19h. Lille AC Milan, donc vous savez très bien, Lille a fait une très très belle, a fait un très bon match et s'est mis en très bonne position, hein, pour peut-être terminer premier du groupe. Ils ont gagné quand même 3-0 contre l'AC Milan, hein. Donc ils sont premiers avec 7 points et l'AC Milan est deuxième avec 6 points. Donc là, chose très cruciale. Bon, Lille a quand même 2 absents qui sont quand même pour moi assez gênants, même si Lille est assez équilibré. Il y a une profondeur de banc qui leur permet d'avoir quand même un équilibre au niveau de l'équipe. Ces 2 joueurs-là sont quand même un petit peu gênants. Mais le pire pour l'AC Milan, c'est pour ça que vous allez voir la tendance de mon pronostic qui est évidente. Et d'où l'importance, je vous répète, beaucoup de pronostiqueurs ou vous-même en tant que parieur, vous ne regardez pas les feuilles de match, vous ne regardez pas les absences, c'est juste comme ça en fait. Vous croyez que l'AC Milan, peu importe les joueurs, ou Lille, peu importe les joueurs, va avoir le même résultat. Je vous dis, je vous redis, moi j'ai la certitude en fait d'un rendement d'une équipe et des statistiques correspondent vraiment à la présence d'une équipe type en fait. Lorsque vous avez un certain type d'équipe, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de cette équipe-là sont là, les statistiques sont d'autant plus valables. Et je suis persuadé, je suis en train de voir, j'en ai encore discuté cette semaine avec le développeur, voilà,
j'ai la certitude que le fait que tel ou tel joueur soit là, effectivement, ça fait beaucoup dans l'équipe et risque de contre-performance lorsque les joueurs ne sont pas là. Là, pour l'AC Milan, Zlatan serait absent jusqu'au mois de décembre et Raphaël Leao aussi. Ce sont les deux buteurs de l'AC Milan. À eux deux, je crois un petit peu moins Raphaël, il a marqué 2 ou 3 buts. Et Zlatan a dû marquer 10 ou 12 buts, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais en fait, ce sont les deux buteurs maison. Donc voilà, 2 attaquants, 2 buteurs, ça commence à être chaud. Voyons voir les statistiques. Donc Lille alterne beaucoup de ses résultats en ce moment au niveau des championnats et puis il n'y a pas assez d'antériorité en Ligue des Champions. L'AC Milan a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de 4 des 6 derniers matchs en Ligue Europa. Lors des 6 derniers matchs en Ligue Europa, l'AC Milan a gagné par 2 buts et plus un total de 3 matchs et l'AC Milan concède 0,67 buts à l'extérieur en Ligue Europa. Les probabilités nous donnaient 24% pour Lille, 50% pour les matchs nuls, 26% pour l'AC Milan, le N 1-1, mais c'est pareil, je ne vais pas le proposer et je ne vais pas le suivre. Et là, je vous propose quand même une belle cote. Alors, c'était à 2,70, je crois, il y a 48 heures. Alors, avant que j'ai le relevé, oui, 2,75 en fait, quand j'ai fait un petit relevé il y a 48 heures. C'est déjà descendu à 2,30 et je crois qu'hier Richard m'a dit qu'ils étaient autour de 2. J'ai pas regardé ce matin parce que j'ai plutôt regardé les actualités, revue de presse, mais voilà. Bon, moi, elle a été posée à 2,30 sur Lille, je suis assez confiant sur cette cote, donc je vous la propose sèche en fait, parce que on connaît l'influence et l'importance de Zlatan dans l'effectif du Milan. Voilà, ce n'est plus à prouver. Hein. Moi, je crois que Lille, et en plus, ils vont avoir une très très belle opportunité en gagnant. C'est-à-dire que pour les 2 prochains matchs, ça va leur donner de la souplesse, ils vont pouvoir avoir le droit à l'erreur et autres, et ça va pouvoir faire tourner, et il faut qu'ils continuent. C'est très difficile hein, à ce niveau de jouer la Ligue des Champions au championnat. Bon, Lille est assez étoffé et favorisé de ce côté-là. Ça va, ils ont pratiquement 2 équipes hein, interchangeables. Voilà. Mais voilà, là, il faut vraiment gagner. Il faut être en costaud. Là, il faut gagner ce match en fait. Pour être tranquille en fait. Voilà. C'est ce que je vois et ça va comme ça. Galtier va avoir la tête. Je pense qu'il doit mettre un point d'honneur à gagner ce match. Hein. Franchement. Et puis ils l'ont fait, ils ont gagné 3-0 alors que Zlatan était là. Hein. Donc à Milan, c'est déjà, je crois que, ben non, mais mis à part ça, si Milan n'a pas encore perdu en championnat, quoi. Donc vous voyez, c'est pas une mince performance qu'ils ont fait, hein, Lille. Hein. Ils sont bons. Hein. Alors le match suivant, c'est Rangers Benfica. Donc au match aller, ils avaient fait 3-3. Donc c'est le premier avec 7 points contre le deuxième avec 7 points. Donc là, je vous montre quand même visuellement 7 points, 7 points. Bon, Standard de Liège, ça va être difficile, mais bon, il faudrait qu'il gagne les 3 prochains matchs. Donc voilà, c'est quand même important de voir ça. Je vais vous dire pourquoi. Côté des absents, 3 joueurs absents côté Rangers et 2 joueurs incertains. Et 3 joueurs absents, dont un carton rouge, donc lui il sera vraiment absent, et aussi un joueur incertain. Ce qui est un peu gênant, ce sont quand même ces 2 joueurs aussi. Bon, le Nunes Ribeiro, ça serait quand même assez gênant pour Benfica, mais ça ne ferait qu'un seul joueur, donc bon, ça peut passer. Pour ce qui est des stats, les Rangers est invaincus lors des 6 derniers matchs en Ligue Europa. Les Rangers sont invaincus dans 21 des 24 derniers matchs en Ligue Europa. Les Rangers ont gagné 9 des 11 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Les Rangers ont gagné par 2 buts et plus 3 des 6 derniers matchs en Ligue Europa. Les Rangers ont gardé leur cage inviolée, attention c'est important quand même, dans 4 des 6 derniers matchs de Ligue Europa. Les Rangers ont marqué au moins un but lors des 11 derniers matchs
en Ligue Europa, donc on peut s'attendre quand même au moins à un but. Les Rangers ont réussi à marquer 2 buts dans 5 des 6 derniers matchs en Ligue Europa. Pour ce qui est de Benfica, sur ces 5 derniers matchs en Ligue Europa, Benfica en a vu 4 dans lesquels les deux équipes ont marqué, donc ça irait dans ce sens-là. On peut déjà s'attendre peut-être minimum à 1-1. Lors de ces 5 derniers matchs de Ligue Europa, Benfica a concédé 2 buts dans 4 rencontres. Benfica a marqué 3 buts ou plus dans 4 des 5 derniers matchs en Ligue Europa. Donc ça score quand même, ça marque mais ça encaisse quand même un minimum. Mais sinon ça score quand même, hein. C'est une moyenne de 2 buts par match. D'ailleurs, les probabilités ne s'y trompent pas. Rangers Benfica, donc la victoire des Rangers à 31%, le match nul à 35% et la victoire à l'extérieur à 34%. Donc c'est très serré. Et effectivement, les probabilités nous disent le match nul, 2-2. Et effectivement, de par les stats, franchement, c'est la bonne traduction des stats. Et dans ce cas-là, je vous propose le match nul à 3,50, remboursé 6-1, parce que les Rangers me semblent quand même... ils font beaucoup de clean sheet à domicile, donc sait-on jamais qu'ils arriveraient à faire 1-0, 2-0 et de fermer le match, ce qui n'est pas tout à fait le style de la maison. Mais bon, sait-on jamais. Donc je vous propose effectivement le match nul, mais remboursé sur le 1. Alors ce qui peut être aussi opportun, parce que je pense qu'il va y avoir des buts, ça serait de faire le choix 1 remboursé sur choix 2 avec le over. J'avais fait, mais je le prends pas parce que j'ai peur tout de même qu'ils assurent. Voilà, ça ferait, vous mettez sur 3,50 sur le match nul et le over est à 1,55. Ça vous fait quand même une cote équivalente à 2,24 qui serait quand même intéressant, mais je sais pas. Je préfère pas le jouer comme ça. Je ne sais pas si les Rangers, surtout s'ils menaient 2-0, ce qui me semble pas tout à fait probant, mais bon, je pense que ça va être très serré, mais je préfère le voir comme ça. Je sais pas, je suis parti sur ça. Ça fait quand même une cote équivalente à 1,83 qui est pas dégueulasse, hein. Vous mettez 16 € sur le match nul et vous mettez 14 € sur le 1 pour couvrir en cas. Et puis voilà, voilà, c'est ce que je vous marquais. Attention, beaucoup de clean sheet des Rangers, hein. Et donc oui, peut-être que certains seraient intéressés aussi par les deux équipes marques par rapport à ce qu'on a vu, mais sait-on jamais, à domicile, les Rangers ont l'air quand même d'être mieux. Donc voilà sur ce pari. Donc voilà pour ces 3 matchs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc c'est fini pour les pronos. Je vous remercie. Je réponds à vos questions en commentaire. Un petit like si vous avez apprécié. Donc je vais vous montrer déjà d'une la bankroll gagné futé. Donc en fait, la cote moyenne était à 1,93 et le fait d'avoir gagné, alors ça peut sembler pas évident au premier abord, mais le fait d'avoir gagné ces deux paris, mais c'est surtout le fait de la cote en fait, la cote de 1,70 et la cote de 1,40, ce qui fait que si on pondère les deux, ça fait une cote de 1,55, m'a fait perdre de 1 centième au niveau de ma cote moyenne. Donc vous allez me dire, ok, bon, c'est peanuts. Ben non, parce que en fait, bon, là, la bankroll est repartie à 50% de réussite, donc ce qui est bien. Je suis déjà, si vous voyez, je vous ai proposé, actuellement, il y a de comptabilité 134 paris qui ont été comptabilisés. Il y a eu 155 paris en tout, dont 21 ont été des paris remboursés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez sur 2 paris qui soient inférieurs à la cote moyenne, ça me fait perdre 1 centième. Là actuellement, je vous dis, je suis à 134 paris comptabilisés, plus 21 paris remboursés. Donc ça veut dire qu'à la fin de saison, je risque d'être entre 300, comme tous les ans, au niveau de la bankroll publique, entre 300 et 500 paris proposés. Donc si à chaque 2 paris, comme ça, une cote de 1,40, 1,50 me fait perdre 1 centième, je vais écrouler la cote moyenne. Donc mathématiquement, il va falloir un taux de réussite beaucoup plus important. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne en réalité et après je vais répondre aux questions de JG. Alors c'est un outil que vous avez déjà vu dans le Prono Show, j'en ai parlé.
J'ai fait une vidéo spécifique qui n'est pas encore diffusée, la version publique, et il y a une version un peu plus étendue au niveau du club. Donc voilà, ma cote est à 1,92 et mon taux de réussite est à 50%. Si je prends un capital de départ de 1000 euros, il faut traduire la cote de 1,92, la cote moyenne, à une probabilité moyenne de 52,08%. Et là, je vous dis que j'ai un taux de réussite de 50%. Et ben voilà, les effets de la variance. Donc en fait, l'ensemble des joueurs, là c'est une simulation sur 10 joueurs. Ils ont réalisé sur cette période-là 1000 paris. Et voilà ce que ça donne au niveau variance avec évidemment une cote moyenne et une réussite assez proche. Voilà ce que ça donne au niveau de la variance. Et ben, si vous regardez, les 10 parieurs à long terme sont perdants. Donc là, ça veut dire que si je ne redresse pas le taux de réussite, je sais déjà que si je continue à parier comme ça, je suis perdant. Ou alors, si je garde ce taux de réussite, mais que ma cote moyenne s'effrite, c'est ce que ça veut dire. Je vais être obligatoirement perdant. Là, sur les 10 parieurs, le meilleur finit avec une bankroll à 90 euros et il finit avec un taux de réussite à 45%. Et le meilleur, il a une cote, il a un capital de 864 euros sur une bankroll de 1000 euros, avec quand même, malgré tout, un taux de réussite de 52,4%. Vous comprenez la problématique? Alors, admettons, on va voir maintenant, on va simuler maintenant, si j'ai 51% de réussite, ça donne quoi? Voilà. Donc, 51% de réussite. Bon, il y a quand même 3 parieurs qui arrivent à sortir du lot. Alors vous voyez, c'est pas beaucoup hein, de plus, mais sur les 10 parieurs, vous en avez quand même 7 qui sont en négatif. Ok. Si je mets, je vais pas m'étendre plus parce que je vais montrer les exemples hein, à JG. Si j'ai 52%, d'ailleurs, hein, ma probabilité est de 52,08. Et ben là, c'est pas non plus assez probant que je sois en positif. Effectivement, il y a 3 parieurs qui ont assez bien réussi, mais voilà, il y en a encore 7 qui sont perdants. Si maintenant, toujours avec ma cote moyenne de 1,52, j'ai un taux de réussite de 53%. Donc là, c'est déjà mieux. Vous avez pratiquement, vous avez 5 parieurs qui s'en sortent bien, 5 parieurs qui est perdant. Donc vous voyez le concept. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, alors si j'ai que 50% de réussite, maintenant si j'améliore ma cote moyenne, donc vous voyez, il me donne un résultat, voilà, avec voilà la pire situation et la meilleure situation. Si j'améliore ma cote moyenne, qui serait par exemple de 1, allez, on va sauter quand même, 1,94, il nous dit quoi? Bah, c'est pas suffisant. Il n'y a qu'un parieur qui s'en sort bien sur les 10, et les 9 autres, voilà, ils sont toujours négatifs. Si le plus simple ici, c'est difficile de maintenir une cote moyenne assez élevée. Le plus simple est de maintenir un taux de réussite le plus élevé. Hein. Alors maintenant, je vais répondre à JG. Je lui avais donné par exemple, voilà, on va regarder pour une cote de 2 à 50%. Voilà, si je mets une cote de 2 à 50%, donc théoriquement, la moitié devrait bien s'en sortir et la moitié devrait moins bien s'en sortir. Effectivement, il y a 5 parieurs qui, avec une cote de 2 à 50%, effectivement, restent positifs, dont un qui réussit quand même relativement bien, mais vous voyez quand même la variance est assez forte parce qu'il termine un petit peu mal la saison. Ces derniers paris, c'est 80 derniers paris sur 500, hein, c'est un échantillon de 500, hein, parce qu'il me posait la question combien il fallait. Plus l'échantillon est élevé et plus l'échantillon, plus les résultats seront probables. Et là, vous avez 5 parieurs qui sont en négatif. Maintenant, si on met à 51%, donc voilà, vous avez à peu près encore 4 à 5 parieurs qui seraient positifs, hein, 6, donc oui, lui il est légèrement négatif, donc encore 5 parieurs, dont un qui réussit très très bien,
Il finit à 3580 €, hein, avec 55% de réussite, mais vous avez quand même encore une partie. Donc il faut encore plus de réussite, 52%. Donc là, ça commence à être mieux puisqu'on a quand même 6 parieurs qui sont en positif et 4 parieurs en négatif. Si on met à 54%, voilà, l'ensemble des parieurs à 54%, les 10 parieurs sont positifs. Donc vous voyez, la cote moyenne en elle-même ne veut rien dire. Il faut le taux de réussite et la variance fait le reste, quoi. Quelque part, à chaque fois je dis ça, mais c'est ça en fait, hein. Mais il faut soigner, et c'est le plus facile, c'est de soigner son taux de réussite. Alors des fois, vous allez me dire, ouais, ok, je vais jouer une cote que des cotes à 1,40. Il faut savoir que voilà, à long terme, vous êtes perdant, même avec 50% de réussite. Pourquoi? Parce qu'il faut une probabilité proche des 71%. Donc c'est quand même assez élevé, assez difficile de tenir, même à une cote de 1,40, 71% de réussite. Donc on va mettre 71. Alors, vous avez un parieur qui a été presque positif, mais l'ensemble des autres étaient négatifs. Donc, avec des cotes moyennes à 1,40, vous ne gagnerez pas d'argent, vous risquez d'être négatif, même avec 71% de réussite. Si je mets 72%, bon, certains parieurs s'y retrouvent, voilà, 4 parieurs sur 6 se retrouvent positifs. Ok, même 1 fait 76%, mais voilà, vous avez quand même les 6 autres qui sont en négatif. Donc vous voyez le concept, et vous avez compris un petit peu d'où l'importance de soigner sa cote moyenne. Ça va être très difficile d'être gagnant avec une cote trop faible, et soigner son taux de réussite, hein. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je répondrai à vos questions en commentaire, et je vous remercie, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.